Le Sahara s'étendait devant eux, une mer sans fin d'or et d'ocre sous le vaste dôme bleu du ciel. Sarah ajusta la caméra montée sur le tableau de bord, cadrant un plan du profil de son mari contre l'immensité saisissante. Les mains d'Andrew étaient fermes sur le volant de leur Land Cruiser lourdement modifié, ses yeux plissés contre l'éclat, un léger sourire confiant sur ses lèvres. « Incroyable, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix un murmure presque noyé dans le vrombissement du moteur et le souffle du sable contre le châssis. « C'est parfait, » répondit Sarah, ses doigts dansant sur le clavier de son ordinateur portable. Elle rédigeait déjà la première entrée pour leur blog Dunes and Destiny. La lumière est juste, irréelle. C'est comme si le monde entier était en feu. Elle était la chroniqueuse, la narratrice trouvant une histoire dans chaque dune mouvante. Andrew était l'architecte de leur aventure. Il avait passé des mois à renforcer la suspension, installer un système secondaire de filtration d'air et à emballer chaque outil immésiable. Il tendit la main et tapa sur l'unité GPS, son écran étant un phare de certitude moderne dans le paysage ancien. La navigation est solide, le moteur ronronne. On est dans les temps. Leur excitation était une force tangible à l'intérieur du véhicule, une bulle d'ambition partagée et de joie nouvelle en tant que jeunes mariés. Ils étaient les conquérants du quart vide, maîtres de leur destin. Sarah filma Andrew alors qu'il désignait une formation rocheuse au loin, sa voix pleine de savoir facile. Mais le désert gardait ses secrets bien au chaud. Une faible brume d'ocre floutait la ligne tranchante de l'horizon au nord, un détail qu'ils notèrent tous deux et laissèrent de côté. La radio, réglée sur une station météo en français, cracha une rafale de statique qui obscurcit les paroles du présentateur. Andrew tourna le cadran, et la voix revint, claire mais indifférente. Il haussa les épaules, probablement des taches solaires. Ils continuèrent à rouler, plus profondément dans le silence et la chaleur. Deux petites figures pleines d'espoir dans un paysage sublime et ancien d'indifférence, leurs rêves se déployant à chaque parfait kilomètre, totalement inconscients de la furie qui se rassemblait juste au-delà du bord du monde. Le premier signe fut un murmure, un sifflement sec qui glissait sur les dunes, soulevant des voiles de sable fin, qui dansaient comme des fantômes sous le soleil de l'après-midi. Andrew plissa les yeux, sa prise sur le volant se renforçant. Le vent se lève. Sarah leva les yeux de sa caméra, où elle passait en revue des images de l'immensité stérile et belle. « Ce n'est qu'une brise », dit-elle bien que des frissons d'inquiétude traçaient son dos. L'horizon au nord n'était plus une ligne nette, mais un mur brun bouillonnant, avançant avec une vitesse silencieuse et terrifiante. En quelques minutes, le murmure se transforma en un rugissement. Le monde à l'extérieur du pare-brise se dissipa dans un enfer tourbillonnant et particulier. Le sable frappait le verre comme des balles de fusil, réduisant la visibilité à zéro. Le véhicule frissonna violemment, alors que des vents de force ouragan s'en emparaient. À l'intérieur, l'air devint épais et sablonneux, infiltrant chaque joint, couvrant leurs lèvres, piquant leurs yeux. « Le moteur peine !» cria Andrew au-dessus de la furie assourdissante. Il lutta contre le volant, mais le Land Cruiser était en train de se faire ensevelir, ses pneus perdant de leur prise dans les dunes mouvantes. Un instant plus tard, un pop sinistre et une pluie d'étincelles du tableau de bord signalèrent un court-circuit. Le moteur mourut d'un dernier soupir, suffoqué par la fine poussière qui avait obstrué l'admission d'air malgré ses modifications. Les lumières du tableau de bord clignotèrent et s'éteignirent. Ils étaient enterrés dans une obscurité rugissante et brune. Pendant un long moment, il n'y eut que le bruit de la tempête et leur respiration haletant. La panique était un fil électrifié dans l'espace confiné, mais l'entraînement d'Andrew entra en jeu. « Vérifie la radio !» Sarah tâtonna pour attraper le combiné. Rien d'autre qu'un grésillement de statique ne répondit à ses appels. L'antenne externe avait probablement été réduite en morceaux. « C'est fini », dit-elle, sa voix faible. Méthodiquement, ils firent l'inventaire. Andrew vérifia le moteur une dernière fois, sachant que c'était inutile. Sarah inventoria leurs provisions. Leurs deux plus grandes réserves d'eau avaient éclaté, leur contenu imbibant les tapis de sable. Il leur restait moins d'1 litre d'eau et quelques barres protéinées.
On ne peut pas rester ici, dit Andrew, sa voix calme mais ferme. La voiture est un cercueil. Si cette tempête dure, on sera enseveli vivant. Il croisa les yeux larges et effrayés de Sarah. Il faut qu'on trouve un abri, le côté sous le vent d'une dune, n'importe quoi. Acquiesçant l'instinct de documentariste de Sarah, dominé par la survie brute, l'aida à rassembler les restes pitoyables de leurs provisions dans un seul sac. Ils attachèrent des foulards sur leurs visages, mirent des lunettes sur leurs yeux, et poussèrent contre la porte jusqu'à ce que le sable, mouvant à l'extérieur, relâche sa prise. La force du vent faillit les renverser. Le monde se réduisit à un vide brun rugissant. Main dans la main, se penchant dans la bourrasque, ils abandonnèrent la carcasse de leurs rêves et trébuchèrent aveuglément dans la tempête, leur réserve d'eau étant un poids critique dans leur sac, leur avenir mesuré en pas et en désespoir. Le monde s'était réduit à un enfer brûlant et granuleux. Chaque respiration était une lutte, aspirant un air épais de poussière qui recouvrait leur gorge desséchée. Le bras d'Andrew était devenu un poids mort sur les épaules de Sarah, ses pas une marche tremblante et l'eau. Ses propres jambes tremblaient d'une faiblesse profonde, qui allait au-delà de la simple fatigue. Leur dernier gorgée d'eau n'était qu'un souvenir lointain. La déshydratation peignait le monde en illusion cruelle et scintillant. Sarah cligna des yeux, certaine d'avoir vu un oasis scintillant, où n'existait qu'un mirage de chaleur ondulant. Andrew marmonnait quelque chose d'incompréhensible, à propos de la pression des pneus, son esprit se repliant sur le dernier endroit où il se sentait en contrôle. Leur véhicule enfoui, leur progression n'était plus une recherche de salut, mais une marche mécanique lente vers une fin inévitable. C'est la jambe d'Andrew qui les sauva. Son genou se plia, le faisant trébucher dans la pente douce d'une dune. Sarah cria, sa voix un râle sec, et se précipita après lui. Lorsqu'il s'arrêta en bas à moitié enseveli dans le sable mou, sa main effleura quelque chose qui n'était ni une roche, ni du sable. C'était du métal, corrodé, ride. Avec un dernier sursaut d'énergie désespérée, ils grattèrent à la base de la dune, leurs doigts fissurés et saignants découvrant un hublot métallique, presque complètement obscurci par le drift incessant. Il était d'une géométrie étrange et contre nature contre les courbes organiques du désert. Un cadenas lourd, rouillé mais intact, le maintenait fermé. Une entrée souffla Andrew, les mots arrachant sa gorge. Ce n'était pas une question de ce qu'il y avait en dessous, ou de qui en était propriétaire. C'était un choix binaire, la mort certaine sous le soleil, ou l'obscurité inconnue. La survie, pas la curiosité, les pousse. Andrew trouva une pierre tranchante et avec une série de coups faibles et frénétiques, brisa la serrure affaissée. Le crissement du métal lorsqu'ils soulevèrent le hublot fut le son le plus beau qu'ils aient jamais entendu. Un souffle d'air plus frais, plus humide, leur parvint, portant avec lui une légère senteur de carburant d'IL et de roches humides. La descente fut une chute, maladroite le long d'une échelle rugueuse et raide. Dans l'obscurité totale, ils s'écrasèrent au fond, leurs poumons allaitant dans cet air étrange, leur corps criant de protester. Le silence qui les accueillit était profond, brisé seulement par le ronronnement lointain des machines. Leur refuge temporaire ne dura que quelques secondes. Un faisceau de lumière aveuglant les cloua au sol. Ils plissèrent les yeux, trop faibles pour même lever les mains en signe de reddition, et virent les silhouettes de deux hommes. Ils n'étaient pas des soldats, mais leur posture était rigide, alerte. Les armes qu'ils tenaient, des kalachnikovs usés, n'étaient pas pour la décoration. La menace était immédiate, pragmatique et absolue. Ils avaient échangé la vaste et indifférente prison du désert contre une sombre et artificielle. Le faisceau de lumière ne vacillait pas. Il les tenait cloués au sol comme des insectes, mettant en valeur leur saleté, leur épuisement, leur totale impuissance. Des mains rugueuses les hâtèrent sur leurs pieds. Andrew tenta de parler, d'expliquer, mais sa gorge ne produisit qu'un son sec et râleux. L'un des gardes le poussa en avant, d'un geste économique et dépourvu de malice. C'était la procédure. Ils furent emmenés à travers un tunnel étroit et coupé, l'air devenant plus épais avec l'odeur du diel et de la roche écrasée. Le bourdonnement des machines grandissait, devenant le rythme distinct et punissant des perceuses pneumatiques. Après plusieurs virages,
Ils furent poussés dans une caverne servant de poste de commandement. Elle était éclairée par une simple ampoule nue suspendue à un fil, illuminant un homme assis derrière un bureau fait de caisses empilées. C'était Caleb. Ce n'était pas un grand homme, mais il portait une immobilité qui semblait plus dangereuse que toute démonstration de force. Ses yeux, pâles et évaluateurs, les scrutèrent avec l'intérêt détaché d'un boucher évaluant un bétail. Il écouta sans expression pendant qu'un garde leur annonçait leur découverte en français avec un accent sec. Des touristes perdus? La voix de Caleb était plate, dénuée d'inflexion. Il les regarda, leur peau brûlée par le soleil, leurs vêtements de plein air déchirés. Non, un problème. Il joignit les doigts. Mais un problème peut devenir un atout. Le filon est sous-performant. Il semble assez solide. Pour un moment, sa décision ne naquit pas de cruauté pour le plaisir de la cruauté, mais d'un calcul froid et économique. Les tuer serait une perte de balles et créerait un problème d'élimination. Il représentait une main-d'œuvre gratuite, bien que temporaire. Il fit signe aux gardes, « Traitez, séparez-les, la femme vers le tunnel de tri, l'homme vers la face profonde, qu'ils apprennent la valeur de ce qu'ils ont trouvé. » Le traitement fut rapide et brutal. Leurs effets personnels, l'appareil photo de Sarah, la montre d'Andrew, leurs bagues de mariage furent jetés dans une boîte sans un regard de plus. Ils reçurent des combinaisons de travail tachées identiques et des bottes en acier mal ajustées. Aucun nom ne fut pris. Ils étaient désormais des numéros, des ressources à épuiser. La mine était un niveau de l'enfer que Dante n'aurait pas pu concevoir. La chaleur était oppressante, une chaleur humide et collante qui émanait de la roche elle-même. L'air était un cocktail nauséabond de poussière de roche, de gaz d'échappement et de sueur humaine, faisant de chaque respiration une épreuve. Le bruit était un assaut constant et physique, le cri des perceuses, le bruit des chutes de roches, les ordres hurlés des surveillants. Andrew reçut une pioche lourde et fut poussé dans un tunnel où les parois elles-mêmes semblaient pulser d'une faible lumière verte. C'était la source, le minéral. Des veines de celui-ci traversaient la roche comme des nerfs lumineux. Il était chaud au toucher, et lorsque sa pioche le frappait, il émettait un bourdonnement bas et inaudible qui vibrait dans ses os. Le travail était épuisant, chaque coup envoyant des secousses de douleur à travers son corps déshydraté et affaibli. Sarah fut envoyée dans une plus grande salle où d'autres prisonniers, les visages creusés par l'épuisement, triaient des morceaux de roche sous l'œil vigilant des gardes armés. Sa tâche était de séparer le minerai vert lumineux de la roche sans valeur. La lumière ici était légèrement meilleure, et elle aperçut Andrew qui était emmené dans un tunnel connectant. Leurs regards se croisèrent pendant une fraction de seconde, un éclat de terreur et de désespoir partagé, avant qu'un garde ne se tienne entre eux, brisant le contact visuel. C'était là le vrai génie de Caleb. Ils n'étaient pas maintenus dans des cellules isolées. Ils étaient placés en proximité, juste assez proches, pour parfois attraper un écho lointain de la voix de l'autre, une ombre fugitive qui pourrait être leur proche à travers une vaste caverne. C'était une torture psychologique bien plus raffinée que tout coup physique, amplifiant leur désespoir en s'assurant qu'ils étaient éternellement seuls. Les jours se fondaient dans des semaines, chacune étant une copie carbone de la précédente, le réveil à l'aube, dans un dortoir sale et étouffant, la soupe insipide et dégoûtante qui servait de nourriture, la longue marche dans les profondeurs de la terre chaude et vivante. Le monde d'Andrew se réduisait à l'arc de sa pioche, l'impact brusque contre la roche obstinée, et le faible bourdonnement persistant des veines luminescentes qui se faufilaient dans les murs comme de la sève radioactive. La terreur était une présence physique, plus lourde que l'air humain. Elle vivait dans la façon dont les autres travailleurs évitaient le regard, dans la manière dont leurs murmures s'éteignaient instantanément lorsqu'un surveillant passait près. Ils parlaient de choses dans les tunnels profonds, pas des rats ou des éboulements, mais des fouilles. Le mot était toujours prononcé d'un ton bas et superstitieux, une légende pour expliquer les déplacements constants de la mine et les bruits de roches occasionnels provenant d'un tunnel non cartographié. Andrew l'écarta comme une hallucination partagée, née d'épuisement, de peur et de l'énergie étrange du minéral. Jusqu'à ce qu'il le voie,
Il volait un instant furtif, son corps hurlant de se reposer, lorsqu'un garde nommé Rafik s'approcha trop près d'un passage sombre et inutilisé. Le tunnel était un vide, une bouche d'obscurité absolue, que même la lumière verte omniprésente semblait craindre d'entrer. Cela arriva avec une rapidité impensable. Une ombre se détacha de l'obscurité profonde, une silhouette agile à plusieurs membres. Il n'y eut aucun son, aucune lutte. Une seconde, Rafik était là, grattant son cou d'un air ennuyé. La suivante, il avait disparu, tiré dans l'obscurité comme par un fil invisible. La seule trace était une légère marque sur le sol du tunnel et un souffle éteint qui aurait pu être un cri. Andro resta figé, son cœur battant la chamade. L'avait-il vraiment vu? L'image se floutait déjà dans son esprit, trop irréelle pour être réelle. Cela devait être un truc de lumière, une hallucination due au stress, une chute de roche. Ça devait être une chute de roche. Son rapport précipité au surveillant le plus proche fut accueilli par un sourire cynique. Rafik est paresseux, il a probablement trouvé un trou où dormir. Les yeux de l'homme trahissaient cependant un éclat d'inquiétude, qu'il masqua rapidement par de la colère. Retourne travailler. Le prochain rocher qui tombe sera sur ta tête si tu t'arrêtes à nouveau. Mais l'incident n'était pas facilement écarté. Un nouveau silence étrange s'installa sur les équipes de travail. Les murmures des hommes au sujet des fouisseurs devenaient plus fréquents, plus urgents. Les hommes observaient désormais les tunnels sombres périphériques, non pas avec curiosité, mais avec la vigilance d'un animal traqué. Les yeux d'Andro furent eux-mêmes attirés par les ombres. Son corps tendu, chaque bruit lointain le faisant sursauter. La mine n'était plus simplement une prison, elle était un garde-manger. Les jours se dissipaient dans un rythme écrasant et sans soleil. Le monde d'Andro se limitait au balancement de sa pioche, à l'impact brutal contre la roche, résistante, et au faible bourdonnement persistant des veines lumineuses qui semblaient se faufiler dans les murs comme du miel radioactif. La terreur était une présence physique, plus lourde que la poussière de roche qui recouvrait leurs poumons. Elle vivait dans les yeux creusés des autres travailleurs, dans la manière dont leurs murmures s'arrêtaient soudainement chaque fois qu'un surveillant s'approchait. Ils parlaient de choses dans les tunnels profonds, pas de rats ou de chutes de pierre, mais des fouisseurs. Le mot était toujours prononcé d'une voix basse et superstitieuse, comme une légende pour expliquer les déplacements incessants de la mine et les bruits lointains de pierres venant d'un tunnel inexploré. Andrew l'ignora. Ce n'était qu'une hallucination, se disait-il, une psychose partagée, née d'épuisement, de peur et de l'énergie étrange du minéral. Jusqu'à ce qu'il le voie. Il profitait d'un moment furtif pour se reposer, son corps hurlant de douleur, lorsqu'un garde nommé Rafik s'approcha trop près d'un passage sombre, inutilisé. Le tunnel était un vide, une bouche d'obscurité totale, que même la lumière verte semblait éviter. Cela se produisit avec une rapidité inimaginable. Une ombre se détacha de l'obscurité plus profonde, une silhouette à plusieurs membres, fluide et rapide. Il n'y eut aucun bruit, aucune lutte. En une seconde, Rafik était là, se grattant le cou, regardant autour de lui d'un air ennuyé. La seconde suivante, il avait disparu, tiré dans les ténèbres comme par un fil invisible. La seule preuve de son existence était une légère marque sur le sol du tunnel. Et un souffle étouffé, peut-être un dernier cri englouti par le silence oppressant. Andrew resta pétrifié, son cœur battant à tout rompre. L'avait-il réellement vu? L'image s'estompait déjà dans son esprit, trop irréelle pour être réelle. Cela devait être un phénomène lié à la lumière, une hallucination due au stress, une chute de roche. C'était forcément une chute de roche. Son rapport précipité au surveillant fut accueilli par un sourire cynique. Rafik est paresseux. Il a probablement trouvé un trou où dormir. Mais les yeux de l'homme trahirent un éclat d'inquiétude qu'il dissimula rapidement sous un masque de colère. Retourne au travail. Si tu t'arrêtes à nouveau, la prochaine pierre qui tombe sera sur ta tête. L'incident ne fut pas oublié. Un silence plus lourd s'abattit sur les travailleurs. Les murmures des fouisseurs devinrent plus fréquents, plus urgents. Les hommes observaient désormais les tunnels sombres, non pas avec curiosité,
mais avec une vigilance de créature traquée. Andreu se surprit à faire de même, ses yeux constamment attirés par les ombres mouvantes. Son corps était tendu, chaque bruit lointain le faisant sursauter. La mine n'était plus seulement une prison, elle était devenue un piège, et il n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire. Le travail de Sarah la conduisit dans un tunnel étroit récemment ouvert, loin de la salle de tri principale. L'air ici était différent, plus calme, plus froid, et portait une étrange odeur métallique qui s'accrochait à la langue. Le bourdonnement habituel du minéral était absent, remplacé par un silence presque assourdissant qui semblait écraser ses tympans. La seule lumière provenait de sa lampe frontale, une faible lueur qui repoussait l'obscurité, mais laissait un halo de ténèbres presque complet autour d'elle. Elle était seule, frappant sans conviction la roche, son esprit engourdi par la peur. Pour Andreu et le poids accablant des années perdues. Un craquement soudain résonna de la paroi juste devant elle, un bruit sec comme de la glace se brisant. Elle s'immobilisa, la pioche suspendue dans les airs. La paroi de roche semblait se liquéfier. Une section de roche solide ondula comme de l'eau, et quelque chose en émergea. C'était pâle, presque translucide, sa forme difficile à appréhender, une masse centrale à partir de laquelle plusieurs membres articulés se déployèrent avec une grâce arachnéenne. Ils se déplaçaient à travers la roche comme si c'était de l'air, se dirigeant vers elle avant de se rassembler devant elle. Il n'attaqua pas, il se contenta d'observer. Un amas d'yeux sombres, multiples et facettés, comme des éclats d'obsidienne, se fixa sur elle. Il n'était ni maléfique ni enragé, seulement animé par une froide, terrifiante intelligence, une curiosité ancienne et complètement aliène. Il inclina lentement la tête, un mouvement précis, minutieux, comme pour l'étudier. Puis, aussi vite qu'il était apparu, il se retira dans la roche solide. La pierre se referma derrière lui sans laisser de traces, comme s'il n'avait jamais été là. Sarah resta pétrifiée, la respiration coupée. Une sueur froide se forma sur sa peau, séparée de la chaleur étouffante de la mine. La rencontre avait duré quelques secondes, mais elle était gravée dans son esprit avec une clarté terrifiante. Ce n'était pas un monstre de conte, c'était un prédateur, et son domaine était la terre même, qui les entourait. La peur ne s'atténua pas, elle se métamorphosa, se cristallisa en une compréhension effrayante. Son esprit, affûté par des années d'observation et de documentation, commença à relier les points horrifiants. Les disparitions, toujours dans des tunnels isolés, toujours mises sur le compte des éboulements ou des déserteurs. Les patrouilles plus nerveuses des gardes, leurs armes pointées non seulement sur les travailleurs, mais sur les chuchotements superstitieux des travailleurs, qui n'étaient pas des superstitions du tout. La mine n'était pas simplement une prison. Caleb et ses hommes n'étaient pas seulement des esclavagistes. Ils étaient des éleveurs, et le bétail, c'était eux. Ils étaient utilisés pour extraire le précieux minéral, et ce faisant, ils réveillaient la ruche, appâtaient le piège. La vraie richesse ne résidait pas seulement dans la roche lumineuse, elle résidait dans les corps qui l'excavaient, offerts en pâture aux chasseurs silencieux qui habitaient les profondeurs rocheuses. L'horreur banale de leur esclavage était désormais éclipsée par une terreur vaste et surnaturelle. Ils étaient pris entre deux maîtres, et les deux les considéraient comme rien de plus qu'une ressource à consommer. Ces temps de planification, murmurés en moments volés à travers des cavernes résonnantes, se résumèrent à un seul instant chaotique. Cela commença non par un cri, mais par un grognement profond et grondant qui secoua la roche elle-même. Les murs tremblèrent, et une pluie de poussière et de cailloux tomba du plafond. Quelque part dans les profondeurs des tunnels, l'un des créatures se déplaçait, son passage déclenchant une réaction en chaîne d'instabilité. Puis vint le rugissement, une section de la principale colonne de soutien céda avec un bruit assourdissant. Le monde se dissipa dans le chaos. Les lumières clignotèrent et s'éteignirent, plongeant le tunnel dans une obscurité presque totale, seulement brisée par les faisceaux paniqués des gardes, et la lueur mourante des veines minérales exposées. L'air se remplit des cris des travailleurs en fuite, des ordres confus des surveillants, et du bruit constant des pierres qui tombaient. Ce fut la couverture qu'ils attendaient. Andreu, travaillant près d'une route d'accès secondaire qu'ils avaient identifiée depuis longtemps,
n'hésita pas. Il balança sa pioche non pas contre la roche, mais contre la jambe du garde le plus proche, qui hurlait des ordres dans une radio. L'homme s'effondra avec un cri, englouti par la marée montante des prisonniers fuis. Sarah, de son poste à l'autre côté de la caverne, aperçut le mouvement et se précipita à travers la foule paniquée. Ils se retrouvèrent au pied d'une échelle étroite de maintenance, une échelle qui montait, toujours plus haut, vers un conduit d'air oublié, qui ne figurait sur aucune carte officielle. Leur plan était un pari désespéré, bâti sur des années d'observation et de rumeurs murmurées entre les hommes brisés. Andreu monta en premier, grimpant avec la force de l'adrénaline pure, Sarah tout près derrière. L'échelle tremblait violemment à chaque choc. Un garde les repéra levant son fusil, mais avant qu'il puisse tirer, une section du plafond au-dessus de lui s'effondra, non pas sous le poids du rocher, mais sous l'impact d'une pâle forme se déplaçant dans l'obscurité, un membre pâle brillant dans la pénombre avant de se retirer, emportant avec lui l'homme hurlant. Ils ne se retournèrent pas. L'ascension fut une éternité, chaque échelon une victoire. Les bruits de chaos s'étompaient sous eux, remplacés par le bruit de leur respiration allaitante et le grincement de leurs bottes sur le métal rouillé. L'air devenait progressivement plus frais, moins suffocant, puis enfin la main d'Andreu heurta non pas de la roche, mais du métal corrodé, un autre blot. Il se jeta contre lui, il résista scellé par des années de sable et de négligence. Avec un dernier effort désespéré, il céda. Une lumière blanche éclatante explosa autour d'eux. Ils tombèrent sur le sable brûlant, s'effondrant alors que leurs yeux, habitués à 7 ans de ténèbres, criaient de douleur. Ils se replièrent en position fétale, les mains sur leurs visages, pleurant et allaitant à l'air propre et incandescent. Le silence était total, seulement brisé par le vent une brise douce, un soupir, pas un monstre rugissant. Ils étaient libres, mais ils étaient aussi totalement perdus, deux créatures fragiles et émaciées, clignant contre un soleil qu'ils n'avaient pas vu depuis une vie entière. Leur salut vint par accident. Un groupe de 4 géologues, leur SUV garé à une centaine de mètres, prélevait des échantillons de sol, discutant de la viabilité légale d'une possible concession minière dans la région. L'un d'eux, baissant ses jumelles, fit un double take. Henry, regarde, là, ce sont des gens? Ils s'approchèrent prudemment frappés de silence. Les silhouettes devant eux ressemblaient à des découvertes archéologiques, squelettiques, vêtues de haillons déchirés et sales, leur peau pâle et ridée, leurs yeux grands, remplis d'une terreur et d'une confusion ancienne. Ils ressemblaient à des survivants d'un autre siècle, vomis par le désert lui-même.